Ben, merci beaucoup. Comme chaque année, à Brive, on a fait un tour de table et je crois qu'on a été assez unanime par rapport à ce thème qu'on vous présente aujourd'hui. Ça nous tenait à cœur de vous présenter l'expérience d'un patient, de lui laisser la parole, de ce qu'il a pu, dans le cadre de son parcours, aller jusqu'à l'espoir. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, c'était l'interdisciplinarité. C'était quelque chose déjà lors d'un EPPR en 2019, un thème qu'on vous avait proposé. Je pense que c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, se renforce et j'en suis très heureuse dans notre équipe. Interdisciplinarité aussi, un thème qu'on va développer lors du prochain congrès de Mulhouse à l'AIRR, donc peut-être que vous connaissez, hein, l'association des infirmières de rééducation et de réadaptation. Et donc je vous invite dès maintenant, donc je n'ai pas officiellement de date à vous donner, mais Brive sera la terre d'accueil des AIRR en 2025. Voilà. Marie-Christine donc, est avec moi, aide-soignante. Alors, je vais vous présenter le groupe de travail. Il est composé de différents professionnels de santé. On se réunissait une fois par semaine. Généralement, c'était tous les vendredis pour à peu près un temps d'1 heure. Donc, après, on a partagé un déjeuner, ce qui nous permettait de travailler. Ça a été des moments d'échange et de convivialité. Donc, le cas clinique qu'on vous propose, c'est celui de Monsieur D, qui est rentré dans le service le 1er août à la suite d'un grave accident survenu le 28 avril. Donc, lui aussi était en moto. Un accident de travail. À ce moment-là, il était en activité professionnelle. Il est référent parcours santé sociale. Et il a de multiples traumatismes puisque il y a eu un traumatisme du bassin, un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal avec une colectomie gauche et une colestomie, fracture du poignet gauche, fracture des 2 genoux, une entorse du genou droit, une ischémie du membre inférieur gauche stenté et fracture vertébrale entraînant donc une paraplégie dont en fait à l'arrivée il n'est pas conscient, certaines immobilités à l'arrivée puisque en fait il n'a jamais été levé et en fait c'est dès le lendemain qu'il est autorisé à aller à la position assise. On va continuer à parler de Monsieur D, surtout sur le plan urinaire. C'est un monsieur qui arrive avec une sonde à demeure. Dès le lendemain, on lui propose l'ablation, qu'il accepte et nous commençons avec lui les hétérosondages. On lui propose les autosondages, qu'il refuse dans un premier temps, parce que comme il explique pour lui, il pense se remettre debout et du coup aller aux toilettes. Et il est persuadé que du coup ça fonctionnera. Le 10 en octobre, il réalise un bilan urodynamique qui montre une vessie hypocontractile et hypoesthésique. Cette annonce permet avec lui de travailler et de pouvoir passer aux autosondages qu'il accepte par la suite, en se rendant compte que forcément la vessie ne refonctionnerait pas correctement. On va parler également du plan digestif. C'est un monsieur qui est porteur d'une colostomie. Une date de rétablissement de continuité était prévue pour lui. En échangeant avec le chirurgien, il nous demande de faire plusieurs examens avant. Des lavements à l'eau pour mettre en évidence une incontinence anale qu'on réalise. On en réalise 3. Et effectivement, c'est une incontinence anale. Et c'est à partir de ces annonces que Monsieur D accepte aussi de gérer sa colostomie. Tous ces éléments permettent de commencer à Monsieur D à prendre conscience de sa paraplégie.
Alors c'est vrai que c'est moi qui ai mis un peu pied dans le plat un mois après, parce que j'ai lancé un mot, mais moi un mot que je pensais qu'il avait déjà perçu, entendu, et lors d'une visite j'ai parlé de paralysie. Un mois après son entrée, et il m'en en parle encore là maintenant, comme quoi ça a été un élément marquant pour lui, d'ouverture, de se dire que voilà, quelque chose qui s'était passé, qu'il n'avait pas encore pris conscience à ce moment-là, alors que je suppose que déjà plusieurs professionnels avant moi avaient fait des testings, avaient fait, enfin voilà, vu au moment où aussi bien couché qu'assis, la mobilité des jambes était différente. Voilà, mais c'est face à ce mot paralysie, ce jour-là, qu'il a ouvert les yeux. Donc on voit bien qu'il y a une temporalité déjà par rapport à la notion de paraparésie. Il y a eu cette notion aussi par rapport à la prise de conscience, par rapport aux problèmes urinaires et anaux. Et donc tout un temps nécessaire d'accompagnement pour l'amener aux autosoins. Ça aurait été trop difficile pour lui de dire au mois d'août, voilà, il faut y aller. Il n'était pas en tout cas prêt à tout ça. Et donc, c'est certes important d'accompagner sur ce changement. Et progressivement, eh ben, il s'est ouvert ensuite à partir d'octobre 2023. On l'a vu, aller vers des activités sociales, aller avec des activités corporelles, aussi bien au sein du service, puis à l'extérieur du service. Donc, pour soutenir tout ça, il y a l'interdisciplinarité qui est là. Il y a donc nous, avec les infirmières, le lundi matin, on fait la visite. S'ensuit une réunion hebdomadaire avec les soignants, les rééducateurs et les médecins pour se partager ce qui s'est dit lors de la visite et de même le retour du week-end. Les rééducateurs, on échange les informations que les patients nous ramènent de ce qu'ils ont vécu dans la semaine et puis du week-end, ce qu'on projette aussi pour la semaine. Lors des transmissions des soignants le midi, des thérapeutes maintenant viennent aussi pour pouvoir échanger régulièrement sur la situation des patients. On a bien sûr toujours nos staffs interdisciplinaires avant les réunions de synthèse. Et pour ce patient, il y a eu plusieurs réunions de synthèse. Dès le premier mois après son arrivée, on en a fait 4 au total, puisqu'on a considéré qu'après le 31 janvier, le projet individualisé du patient était bien défini et acté. Et donc, ces différentes réunions de synthèse qu'on a fait, donc, notamment avec sa personne de confiance, sa sœur, ont amené à progressivement à aller sur des organisations de sortie thérapeutique. C'est tous ces échanges naturellement formels entre professionnels qui étaient importants. Et puis bien sûr, il y a toutes ces rencontres informelles qui se font aussi au niveau des membres de l'équipe qui ont pu soutenir notre patient. Donc voilà, donc, nous avons fait donc, une vidéo de l'entretien de ce patient réalisé avec notre cadre de santé, ici présente. Alors aujourd'hui, suite à un accident de moto, un grave accident de moto, je suis devenu donc paraplégique, qui a entraîné forcément des problématiques au niveau de la vessie et d'autres problématiques à côté. Mais oui, donc du coup, avec l'obligation de pratiquer, au début c'était des sondages réalisés par les infirmières, et puis petit à petit, au fil du temps, on est passé à la phase autosondage, on m'a appris comment il fallait faire. Voilà, il y a des gens qui sont franchement très intéressants et voilà, très agréables pour nous montrer les gestes. Et aujourd'hui, c'est devenu basique pour moi. Voilà, c'est pas plus compliqué que de lâcher du pain. Voilà. Alors, c'est nommé assez rapidement quand je suis arrivé ici. Ça n'a pas été nommé pendant que j'étais à Bordeaux, mais bon, je ne l'ai pas entendu. Parce que bon, à Bordeaux, j'étais pas non plus, là, j'étais pas dans un état de santé
très favorable. Hein. J'étais même très très fatigué et peut-être que je ne comprenais pas tout ce qui m'était expliqué à l'époque. Et assez rapidement, en arrivant ici au MPR, un médecin a prononcé le mot de paralysie. Et là, ça a été un peu le choc, quoi. Hein. Il a fallu avaler la pilule, comme on dit, et ça m'a même un peu braqué parce que je me suis dit, mais non, mais voilà, dans 2 mois, je marche et tout va bien aller. Et justement, au niveau des. Bon, au début, je comprenais les sondages parce qu'effectivement, je ne pouvais pas me lever, je ne suis pas là. Et je leur avais dit, mais de toute façon, vous verrez, quand je serai debout, j'irai aux toilettes normalement. Et ça ne s'est jamais produit puisque maintenant, au bout de 9 mois, je suis toujours en fauteuil, donc je ne suis toujours pas debout. Et maintenant, j'ai bien fallu que j'accepte la réalité, mais ça a été difficile. Franchement, au départ, ça a été difficile et c'est là où je remercie quand même les infirmières, même les aides-soignantes, parce qu'elles ont été vraiment écoutées. Elles ont vu dans quel état d'esprit j'étais. C'était pas évident pour moi. Mais elles m'ont accompagné là-dedans, et elles ont trouvé les mots justes. Et du coup, petit à petit, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein, on ne dit pas aujourd'hui tel et c'est ça, ben ouais, ok, ça marche. Non. Ça prend du temps. Ça prend du temps et toujours dans cette idée où à un moment donné, je pourrais prouver à tout le monde que je marche et que je peux aller aux toilettes normalement. Et ça s'est jamais produit et ça ne se produira jamais. Soit en lien avec l'élimination que c'est devenu un basique pour moi. Pour moi, c'est entré dans ma normalité à moi, dans mon quotidien de tous les jours. J'ai à peu près une dizaine de sondages par jour. Finalement, j'anticipe, même quand je fais des soirées ou quand je sors ou quand je vais quelque part, j'ai toujours mon sac à dos avec moi, avec le matériel nécessaire, parce que je sais qu'aujourd'hui c'est comme ça et qu'il faut le prendre en compte. C'est de nouveaux paramètres, d'une nouvelle vie qui va démarrer. Ben ouais, ça démarre avec ces paramètres-là et voilà, c'est comme ça. Par rapport aux soins dont vous parlez concernant l'élimination, vous considérez donc aujourd'hui que vous êtes approprié ces soins? Oui. Oui, aujourd'hui pour moi c'est devenu, c'est comme si j'allais aux toilettes, quoi. Ouais. Je ne me pose pas la question, je pars quasiment même plus de sondage quand je suis chez moi et qu'il y a du monde, je dis désolé, je suis aux toilettes. Voilà, sauf que c'est différent pour moi, mais au final c'est devenu vraiment un basique, quoi. Je connais le matériel, je sais l'utiliser, on m'a appris à l'utiliser, on m'a appris à le faire correctement. J'ai été encadré au tout début, systématiquement, il y avait toujours une infirmière qui venait pour voir si ça se déroulait bien. Si le protocole que je devais suivre, je le suivais correctement. Et maintenant, c'est devenu un automatisme. C'est même plus. Je ne calcule plus. C'est plus. Voilà, c'est pas comme pour tout le monde, je dirais. D'accord. Aujourd'hui, je ne considère pas comme un handicap, je le considère comme un nouveau paramètre, mais plus comme un handicap. Même si c'est un handicap caché, hein, on est bien d'accord avec ça. Mais voilà, pour moi, c'est devenu parce que les professionnels ont su m'y amener, en fait. Parce que c'est pas simple, hein, c'est pas évident. Il y a toujours une crainte par rapport à ce genre de soins, d'avoir mal, que ce soit. Mais en fait, non, maintenant c'est devenu une habitude, hein, c'est pas. Voilà. Un paramètre. C'est devenu un nouveau paramètre. L'élimination. La première chose, c'est l'autonomie. En fait, j'ai très vite compris que si j'arrivais pas à m'approprier les soins en question, je ne gagnerais pas en autonomie et que cette autonomie, elle était quand même importante pour moi dans ma vie personnelle et c'est aussi important pour que je puisse les week-ends bénéficier de sorties thérapeutiques. Sans cette autonomie, c'était pas possible. Parce que je ne savais pas dire 10 fois par jour à une infirmière locale, libérale, il faut venir à telle heure, Donc c'est pas. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'approprie ce genre de procédure, ce genre de soins, pour être autonome, tout simplement. Et puis, il y a la nuit, il y a la journée, mais bon, voilà, ce qu'il faut, c'est être capable de gérer. Et, alors ça ne se fait pas tout de suite, du jour au lendemain, hein, bien sûr, mais
en étant accompagné, ça permet de le faire. Et puis et cette visée, c'était vraiment ça, l'autonomie. De ne pas se retrouver bloqué parce qu'on n'est pas capable de faire un soin qui au final n'est pas si compliqué que ça et pas complexe du tout, quoi. Donc voilà, c'était surtout ça. La ligne conductrice, c'est bien ça, c'est gagner en autonomie en tous les cas. Revenir vers la vie courante. Alors, Ouais, j'ai tout eu. J'ai tout eu dans le sens où j'ai été accompagné au niveau des soins, j'ai été accompagné au niveau psychologique, j'ai été accompagné au niveau alors, rééducation, parce que pour moi il y a deux choses importantes. Il y a la rééducation qui amène vers la réadaptation. Et pourquoi je parle de réadaptation, c'est qu'on n'est pas que dans la kiné, dans l'ergothérapie, dans ces choses-là qui sont très techniques et très médicales finalement. On est aussi dans retrouver le chemin de la vie, le chemin de tous les jours. Donc, et ça, c'est hyper important. Et c'est là où je dis qu'en fait, je manquais de rien, puisqu'on m'a appris à refaire les courses, on m'a appris à cuisiner, on m'a appris à retrouver mon corps. Parce que ça aussi, c'est pas évident. Il faut l'accepter, son nouveau corps. Et on m'a surtout montré que je pouvais faire plein de choses avec ce nouveau corps. Et je me suis étonné même, en fait, à faire des choses que je ne pensais pas. Faire, je sais pas, donner des expressions avec un corps qui est malade, c'est, je pense, voilà. ça vous paraissait paradoxal auparavant? Ça me paraissait même ouais, peu probable en fait, hein, pas forcément concevable. Hein, et ça change en fait, ça change beaucoup ma vision sur le handicap. Alors je ne veux pas revenir sur ma vie professionnelle, mais ça fait 20 ans que je côtoie le monde du handicap. Et j'étais d'un côté de la barrière, aujourd'hui je suis de l'autre côté. Et du coup, cette double vision me permet de voir les choses très différemment au final. Et, ouais. Et on peut faire de belles choses, hein. Même en fauteuil, même si on utilise le son 10 fois par jour, ça n'empêche pas. Mais déjà de faire confiance aux personnes qui nous accompagnent, parce que ce soit les soignants, que ce soit même les femmes de ménage, même parce qu'en fait, si on ne fait pas confiance, c'est compliqué d'avancer. Et quand on nous propose des choses à faire, c'est qu'on voit, il faut le faire. De ne pas perdre espoir en tous les cas. Après, c'est pas facile de donner des conseils parce que chacun vit la situation différemment. Mais en tous les cas, de ne pas s'exclure soi-même de la société, de pas penser que parce qu'on a un fauteuil, ou parce qu'on a ci, ou parce qu'on a là, qu'on n'est plus capable de faire les choses. On peut faire des choses, et on me l'a prouvé ici, donc voilà. Et vraiment pour les personnes qui arriveraient ici, je connais que ce centre finalement de rééducation, de prendre le temps aussi de faire les choses, de ne pas faire les choses n'importe comment. Il y a un temps pour tout, je dirais. Au début, effectivement, on se consacre énormément à notre corps, on a envie de retrouver notre corps, de se réapproprier des muscles, de se réapproprier, voilà, de retrouver quelque chose de... Et après, il y a d'autres propositions qui peuvent arriver et d'y aller, quoi, de les prendre, d'en profiter aussi, de ne pas être forcément qu'un consommateur, mais surtout d'y aller. Et surtout de garder cet espoir que finalement, ok, on peut faire des choses, ok, d'accord, c'est en situation de handicap, mais au final, c'est quoi le handicap, hein? Est-ce qu'un chômeur qui ne travaille plus depuis 10 ans n'est pas plus handicapé socialement que nous? Voilà, je pose la question. Parce que j'ai pu voir qu'on pouvait faire plein de choses. On a été à la foire du livre, on va au théâtre, on fait des ateliers créatifs, ça fait travailler notre cerveau, ça fait travailler notre imagination, ça fait travailler plein de choses. En fait, une personne en situation de handicap, c'est quand même une personne vivante. Et qui peut ouais, après, forcément, ça dépend de chacun, ça dépend de l'état d'esprit de chacun, mais on est avant tout des êtres vivants.
L'espoir du patient. Alors, suite au témoignage de Monsieur D, on comprend que son espoir renaît par le fait de repenser la manière de prendre soin de lui, que ce soit les soins psychiques, corporels, le soin de son image vestimentaire. Alors, il a découvert de nouveaux centres d'intérêt avec l'intervention d'une socio-esthéticienne qui est intervenue dans les services. Il a pu avoir accès à des soins pour le corps, pour la peau. Les soins ont été aussi faits par l'intervention des aides-soignantes et des infirmières du service. Il a eu accès à des activités de loisirs, alors il s'est découvert une passion pour la cuisine et surtout la pâtisserie. Donc il a pratiqué le théâtre et une représentation a été faite au sein du service avec la participation de d'autres patients. Avec l'association Handisport dont il est le membre actif, il a pu pratiquer le self-défense et le tennis. Alors, il a envisagé la reprise de la conduite avec des leçons sur simulateur. Il a eu des leçons aussi dans une auto-école sur véhicules adaptés au handicap. Il a obtenu la validation de son renouvellement de permis. Actuellement, il a acquis un nouveau véhicule. Les aménagements nécessaires vont être effectués. Alors, il a pensé aussi à une reprise professionnelle avec son nouveau regard sur le handicap. Alors, c'est une possibilité, c'est encore en cours de réflexion, mais il est possible qu'il y ait un poste adapté dans son ancien centre où il était formateur. Et pour finir, M. D veut retrouver une vie sentimentale. Je vous présente cette diapo où il y a tous les métiers qui travaillent en coordination dans notre service. Exactement plus de 23 métiers. On sait comment les informations, c'est difficile déjà de les transmettre quand on est 3. Alors quand on est 23 métiers, on peut imaginer la difficulté. Je vous en parle aussi parce qu'on a posé un questionnaire auprès de ces 60 salariés au sein du MPR. Une question a été évoquée sur le fait d'être là pour les problématiques d'élimination de Monsieur D. Sur le point de vue soignant, effectivement, il y a eu les actes techniques comme les hétérosondages, l'éducation aux autosondages. Évidemment, tous les soins techniques sont édulcorés de relations d'aide. Pour les thérapeutes, il y a également de la relation d'aide, de la réflexion et accueil du vécu des soins et vécu corporel. Effectivement, je me rappelle Monsieur D qui avait été voir l'ergothérapeute pour se demander, quand il allait à l'extérieur, où il pouvait trouver un endroit calme et à l'abri du regard des gens pour pouvoir se sonder. Donc voilà, c'est des petits conseils que l'ergothérapeute peut donner également. Et analyser les besoins aussi dont il avait besoin à l'extérieur et pouvoir trouver des solutions. Donc, comment nous, au niveau de l'équipe, on peut donc accompagner, développer, soutenir l'espoir auprès de nos patients et déjà par notre posture, être en capacité de ne pas juger, de pouvoir respecter, surtout les écouter, échanger. Et notamment, je pense que quand on fait nos réunions de synthèse avec eux, c'est important de leur laisser le temps de parole, à leur entourage pour mieux comprendre où ils en sont et ne pas brusquer les choses et les accompagner progressivement. Donc il y a effectivement respecter le rythme et ce temps nécessaire. Donc bien sûr, l'accompagnement pluridisciplinaire, je ne vous l'explique pas, vous le pratiquez tous les jours.
Moi, je suis certain que l'interdisciplinarité, c'est quelque chose, c'est une base à cet accompagnement-là, pour que pour chaque patient que nous accompagnons puisse découvrir comment ils sont et comment ils peuvent encore évoluer. On est persuadé que l'entourage est aussi un élément important et à prendre en compte. Et ce qu'on développe aussi, c'est tout ce que l'on fait au niveau social. On a parlé tout à l'heure du réfectoire. C'est effectivement un élément important où les patients se rencontrent et on essaye que les patients se rencontrent à d'autres endroits sur des activités que l'on peut proposer. On a une association Réactive 19 qui est active dans le service pour proposer ça. Et donc c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place les soins socio-esthéticiennes. Ils sont pleins d'idées pour mettre en œuvre ce type de projet. Et voilà, l'expérience de l'hôpital de Brive pour soutenir l'espoir des patients.